messieurs, bonjour et bienvenue dans notre magazine, dans notre web-série où nous poursuivons notre rencontre avec Jean Van Hemelrijk. Jean Van Hemelrijk, bonjour. Bonjour. La fois passée, nous avions abordé la question de la systémique, mais je voudrais peut-être encore un peu poursuivre cette thématique-là, où on avait vu l'importance effectivement du lien, son insertion dans le groupe, etc. Qu'en est-il de notre positionnement au sein de notre propre fratrie? Est-ce que ça a une incidence dans la manière dont nous allons nous situer dans les différents groupes auxquels nous appartenons? C'est fondamental, parce que de tous les systèmes auxquels on est confronté, le système le plus durable, c'est le système fraternel. On est frères et sœurs avant d'être amoureux, avant d'avoir ses propres enfants. Nos frères et sœurs continuent à nous accompagner alors que nos parents sont décédés. Donc le système d'appartenance auquel on est le plus durablement lié, c'est la fratrie. Fratrie qui est une véritable terre d'expérience, où d'abord la plupart des psys n'utilisent plus le mot fraternité pour le laisser, je dirais, aux univers plus mythiques, comme je dirais une communauté religieuse ou les francs-maçons qui sont des frères. On parle de fratitude parce qu'on y expérimente la rivalité, la confrontation, mais également la loyauté, mais également l'appartenance fidèle. Enfin, on y vit toute une série d'expériences qui sont donc extraordinairement fondatrices en termes d'expérience. Ce qu'on va vivre dans la fratrie va être un véritable laboratoire qu'on va pouvoir exporter dans la vie quotidienne à l'extérieur de sa famille. Donc c'est un véritable lieu d'expérience. À ce titre-là, c'est clair et évident qu'on se rend bien compte qu'il n'y a pas de place facile, mais la place des nés, elle est quand même particulièrement intéressante, hein. Vous savez que si vous prenez les psys, les avocats qui pratiquent le droit de la famille, il y a une majorité d'aînés d'enfants uniques, parce que, bon, quelque part, l'aîné, c'est celui qui confronte ses parents à un basculement. Un basculement qui est qu'il est celui sur lequel ses parents se font la main. Vous savez qu'aux urgences, les professionnels de l'urgence savent se reconnaître la position fraternelle en fonction du moment où les familles arrivent avec leur enfant pour solliciter une aide. Quand il a un peu de température, c'est un aîné, parce que les parents vont plus rapidement être inquiets. Avec un deuxième, un troisième, un cinquième, ils viennent plus tard, on le reconnaîtra. Donc, l'enfant aîné ferait le passage. Et à ce titre-là, la famille apprend avec lui à gérer son angoisse. Pas pour rien, je veux dire que la plupart des psys sont des enfants uniques, vous comprenez, ils ont commencé leur boulot quand ils avaient 2 ans, hein, donc par la suite, ils ne font jamais que de poursuivre l'expérience. Car on y apprend à occuper une place. L'aîné, le puiné, le cadet, le frère jumeau. Le frère qui n'a pas de problème, par exemple. Quand vous avez malheureusement dans votre fratrie un enfant qui est un frère ou une sœur qui a une maladie de santé, une maladie, qui a un problème, un handicap, ben, ce n'est pas très facile de ne pas l'avoir, hein, parce que souvent votre famille vous dit mais donc, toi, tu n'as pas de problème, donc s'il te plaît, ne viens pas nous ennuyer, ton frère, ta sœur mobilisent déjà assez notre attention. Ce que je veux dire par là, c'est que dans sa propre fratrie, on fait une expérience du monde qu'on va toute sa vie tenter de remettre en mouvement. D'être celui qui va être le gestionnaire de l'intime. Le nombre d'enfants qui, dans une famille, dans une fratrie, font l'expérience d'être le chef comptable familial, pas au sens financier du terme. Vous savez, dans chaque famille, il y a une sorte de comptabilité discrète entre ce que l'on doit faire et ce que l'on peut faire. Et il y a un comptable. Des fois, c'est un parent, mais des fois, ça peut être un frère ou une sœur qui vous rappelle, dit, tu sais que ça fait quand même 15 jours que tu n'as pas été voir les parents. C'est le chef comptable qui vous rappelle de vos obligations, qui vous dit, oui, tu peux faire ça maintenant parce que tu as assez fait ceci. Donc, on fait une expérience d'un positionnement, et toute notre vie, ce positionnement, on va rejouer dedans. On peut s'en écarter, bien sûr, il n'y a pas de déterminisme. On n'est pas coincé parce qu'on est ceci à être cela toute sa vie. Mais on part dans le monde avec cette valise qu'on va ouvrir et mettre au travail, quotidiennement, réfléchir. Donc l'expérience fraternelle est un véritable lieu, je dirais, dans lequel on s'imprègne d'une ambiance, d'une manière d'être, d'une manière de faire, que l'on va par la suite emporter avec soi et positionner. Alors après, le thérapeute de couple vous dira que c'est toujours intéressant de voir la fabrique des couples au travers de la position fraternelle. Un aîné avec une aînée, 2 cadets, un aîné avec une cadette avec un aîné, enfin peu importe. Toutes ces fabriques-là vont donner des couples dont l'architecture est singulière parce qu'elle est expérimentée justement du positionnement fraternel. Donc c'est vraiment une empreinte qui n'est pas déterministe, hein. On n'est pas coincé, pieds et poings liés, menotté. Non, non, on est quelque part marqué par cette expérience et on vient la mettre dans la vie au travers de cette expérience, on vient la mettre au travail dans la rencontre avec les autres. Et justement, si au sein de sa propre famille, son positionnement est problématique, est-ce que je vais quelque part risquer de répéter? Bien sûr que je vais le faire, oui, c'est toute la richesse de l'homme, si vous voulez.
Si, dans votre enfance, il vous est arrivé quelque chose qui vous a abîmé, vous avez deux positions. La première position, c'est le retrait absolu. Vous avez tellement peur en fonction de ce qui vous est arrivé que vous ne vous lancez dans rien. Mais ça veut donc dire que là, c'est déterministe. Ça veut dire qu'il vous est arrivé quelque chose et puis toute votre stratégie relationnelle, pas beau mot, toute votre manière d'envisager le quotidien, c'est de se retirer de toutes les manières, de manière à ne pas problématiser le monde pour se mettre le plus loin possible de sa blessure. Mais du coup, parce qu'on a été mordu un jour, on ne sort plus jamais dans le monde parce qu'on risquerait de se faire mordre encore. L'autre manière de faire, naturellement, c'est de se mettre en risque, de se mettre en danger. C'est-à-dire d'aller à la rencontre du monde en se disant « bon, il m'est arrivé un truc qui m'a abîmé, qui m'a blessé, qui m'a griffé le cœur, je pars dans le monde et puis je le mets à l'essai. Et j'essaye de le solutionner. » C'est-à-dire, dans les partenaires que je vais m'inventer dans ma vie, mon partenaire amoureux, mes amis, mes collègues, ceux qui sont au quotidien de moi-même, je vais les mettre à l'essai de ma souffrance et essayer par là, quelque part, de faire un pas de côté. C'est ça la richesse des hommes, bien sûr, c'est de ne pas accepter que ce qui leur est arrivé les enferme définitivement. Alors c'est facile à dire quand on a vécu des traumas, quand on a vécu des trahisons, quand on a vécu des abominations, c'est pas très facile de se mettre en mouvement. Mais l'exemple, si vous voulez, le plus classique, c'est l'incompréhension que beaucoup d'entre nous avons de la femme battue. Par exemple, une femme battue, c'est quelqu'un, on pourrait se dire, bon, elle a rencontré un homme qui l'a frappée, qu'elle se mette avec un homme qui ne la frappe plus. Oui, c'est vrai que c'est une posture qu'on peut adopter. Mais souvent, on constate qu'elle se met avec un couple, dans un autre couple, qui est un peu dangereux. Eh bien, c'est très malin. Ça ne marche pas beaucoup, ça ne marche pas souvent, mais si ça marche, c'est vraiment thérapeutique. Parce que ne pas être frappé par un homme qui est un gentil, ben ça marche. Mais ne pas être frappé par un homme dangereux, ça veut donc dire quelque part qu'on a fait un pas de côté, qu'on a bougé, qu'on a réussi à se positionner autrement. Et donc il faut vraiment se rendre compte que la plupart d'entre nous, quand on fait un pas de côté, quand on tente quelque chose, c'est parce qu'on essaye de s'en sortir. Alors, justement, si je travaille dans le cadre d'une thérapie, je change mon positionnement au sein de ma propre fratrie, de quelle manière est-ce que cela aura une incidence sur mon intégration dans les autres groupes auxquels j'appartiens? D'abord, ça aura une première incidence. Si je change ma position au sein de ma fratrie ne va pas tout à fait me laisser faire dans un premier temps. Ils ont l'habitude qu'on soit silencieux, qu'on soit parleur, qu'on soit ceci ou cela. Et donc la famille nous attend à ce que nous rejouions ce que nous avons toujours joué. Donc tout à coup, quand on se positionne autrement, la famille est surprise. Et la première réaction d'une famille par rapport à la surprise, c'est de se figer pour retrouver ce que l'on a perdu. Donc on fait cette première expérience. Cette première expérience, qui souvent se solde par une évolution positive, fait que quelque part on peut partir dans le monde fort d'un doute, d'une interrogation. Tiens, dans ma famille j'ai pu bouger, donc si j'ai pu bouger dans ma famille, je peux bouger dans le monde. Alors on part à l'aventure, on part à la recherche, on expérimente, et c'est ça qui naturellement est extraordinaire. L'autre solution, c'est de prendre le monde comme un territoire d'expérience, y faire des expériences nouvelles, puis on revient dans sa famille fort de cette promenade dans le monde en disant, voilà, regardez, voilà ce que j'ai fait dehors, voilà ce qui m'est arrivé. Et ça, c'est extraordinaire. Mais il faut être très bien outillé pour faire ça, parce que la plupart du temps, par exemple, dans une famille, si vous êtes celui qui est le moins malin, vous resterez votre vie entière le moins malin. Et c'est terrible parce que vous voyez des gens qui ont des diplômes sous le bras. On est à Liège. Simenon en est un très bel exemple. Georges Simenon, sa mère préférait son frère. Et ce frère, c'est un salaud. C'est un vrai salaud. C'est un collabo, un antisémite qui, pour échapper à son jugement, est allé se cacher dans les légions étrangères. Il y est mort. Georges Simenon a écrit, c'est un des auteurs les plus lus dans le monde, il est unanimement apprécié pour son écriture, sauf par sa mère. Elle ne l'a jamais reconnu, il lui a versé de l'argent tous les mois, elle n'a jamais touché un franc à cela, ne voulant pas toucher à cet enfant, à cet argent, parce qu'elle lui a dit toute sa vie, tu sais, si j'avais pu choisir, c'est ton frère que j'aurais préféré garder, et j'aurais préféré que ce soit toi qui meurs. Et ça, c'est naturellement ce que l'on entend souvent, c'est-à-dire, on part dans le monde, on change sa carte du monde, on fait l'expérience du quotidien et on revient dans sa famille d'origine avec une tentative de dire aux autres, regardez, je ne suis pas celui que vous pensez que je suis. Et là, c'est pas toujours facile, mais ça peut naturellement marcher et ce sont des grandes victoires sur la vie. Merci Jean-René Melreg de nous avoir permis d'un peu mieux comprendre toute cette systémique et nous nous retrouverons très prochainement pour encore découvrir d'autres concepts. Nous arrivons déjà au terme de notre magazine. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparé, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.